Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances mais aussi les actualités de la planète marché avec 3 experts. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Laurent Martin. Tout d'abord, bonsoir Laurent Martin. Bonsoir Nicolas. Trésorier au sein de la direction administrative et financière de CIBTP France. On a le plaisir d'accueillir également Nuno Teixeira. Bonsoir Nuno Teixeira. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur analyse et stratégie de Vega Investment Solutions et on a le plaisir d'accueillir également Alain Pitous, senior advisor ESG. Bonsoir Alain Pitous. Bonsoir. Va-t-on parler de ESG ce soir? Peut-être un petit peu, mais est-ce encore un sujet sur les marchés en septembre 2025, Alain Pitous? Attention, restez polis s'il vous plaît. On va évidemment parler donc de la décision de politique monétaire de la BCE, de l'inflation aux États-Unis, d'indépendance des banques centrales, mais surtout peut-être... On va commencer avec vous, Nuno Teixeira, peut-être une vision un petit peu globale. On a l'impression que cette semaine, une nouvelle en chasse une autre. Alors parfois c'est une nouvelle politique, un Premier ministre en France qui n'a pas la confiance accordée par l'Assemblée nationale. On a dans la foulée une France qui emprunte, alors pas longtemps, mais un petit peu plus cher que l'Italie sur une petite période, notamment sur des émissions sur le marché secondaire. On a ensuite donc une attente de la décision politique monétaire de la BCE qui ne change pas grand-chose à ce à quoi les marchés s'attendaient. Et on a en ligne de mire cette notation de Fitch demain vendredi qui inquiète beaucoup, en tout cas d'un point de vue politique et économique. Est-ce que ça inquiète aussi d'un point de vue financier? On le verra dans un instant. Mais comment est-ce que vous analysez cette séquence de début d'année? J'ai volontairement laissé de côté les sujets intelligence artificielle qui font bondir les marchés aux États-Unis dès que on en voit beaucoup dans les résultats. Oui, alors ce qui se passe en France, c'est important pour nous, mais c'est vrai qu'à l'échelle, on va dire, mondiale, c'est un épiphénomène. Ça ne va pas faire bouger les marchés tant que ça ne va pas déstabiliser la zone euro. On en est loin. Pour l'instant, les agences de notation, elles entérinent un état de fait en général. C'est Bien pas sûr. Les agences de notation qui donnent vraiment le ton. Le spread de la dette française reflète déjà un certain nombre d'inquiétudes. On ne le voit pas forcément s'écarter massivement parce que là, on est en train de gagner du temps. Finalement, on aura d'une manière ou d'une autre un budget. Sans doute moins ambitieux que ce qui était prévu, mais les marchés pour ne pas dire au minimum pour que ça passe. Exactement. Voire même s'il n'y a pas de budget, il y a une reconduction des dépenses et des recettes. Bien sûr. Là, c'est même plutôt assez vertueux, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de stress majeur. S'il devait y avoir un stress et une inquiétude de la part de la BCE, ça serait à des niveaux peut-être à 150 de spread. Alors après l'Italie... Donc pardon, mais pas d'étonnement sur le fait que la situation de la dette française, parce qu'effectivement on tourne cette émission en France, on regarde la situation politique et l'impact donc du coup que les inquiétudes sur le budget peuvent avoir sur les émissions obligataires françaises, mais c'est pas étonnant que la BCE n'en fasse pas un sujet aujourd'hui quand elle prend la parole, quand Christine Lagarde prend la parole sur sa politique monétaire. Tout à fait. On n'est pas dans la situation ni de la Grèce ni de l'Espagne. On a une balance des paiements qui est autour de l'équilibre, voire excédentaire par moment. On est dans une situation où la charge de la dette, certes, augmente, mais on est sur du 2% du PIB. On a déjà connu plus élevé. Bien sûr. Le coût de la dette aussi qui est autour de 2% parce que, heureusement, dans les bonnes années où les taux étaient très bas, le Trésor a bien géré les échéances de sa dette. Donc, il y a pas de problème immédiat de solvabilité. En revanche, il y a un problème de trajectoire. Il y a un problème d'instabilité politique, ce qui est nouveau pour la France. Bien sûr. L'Italie, maintenant, a 3 ans de stabilité. Nous, on en est au 5e Premier ministre en 3 ans. Donc, c'est quand même inquiétant. Donc, c'est plus la dégradation. On ne voit pas comment les choses vont pouvoir se rétablir rapidement. Mais la France a d'autres... problèmes peut-être même plus importants que ceux de la dette, notamment au niveau de la dégradation du capital humain d'une certaine manière, le niveau de formation qui se dégrade, on n'a pas assez de robotisation dans les usines, on a des problèmes de productivité et donc
c'est ça aussi qu'il faut pouvoir adresser. Et c'est compliqué avec un gouvernement qui change tous les ans ou tous les 6 mois. D'accord. Et c'est plus ça qui inquiéterait les marchés, même si le CAC 40, on l'a dit, dans Tendance Mon Ami, est en hausse à l'heure actuelle. Mais c'est plus ça qui aurait tendance à inquiéter les marchés plutôt que le sujet du budget. Je parle d'un stratégiste, un gérant action, effectivement, qui regarde ce qui se passe sur le marché de l'obligataire, mais qui doit construire une stratégie aussi. C'est vrai qu'à court terme, on hésite à se remettre sur la dette française, même à ces niveaux de spread, parce qu'il peut y avoir à un moment donné un moment de perte de confiance qu'on ne maîtrise pas. Sur des mouvements sociaux, par exemple, on sent qu'il y a quand même une société qui est assez fracturée. Bien sûr. Un système politique qui est à bout de souffle. Donc tout ça, ça peut à un moment donné créer une étincelle qui peut mettre le feu aux poudres. Mais pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude immédiate. Et en tout cas, au niveau international, ça ne pèse pas. En revanche, c'est vrai que on peut se poser la question au niveau de la politique monétaire. Est-ce que les taux réels actuels par rapport à la situation de l'ensemble de la zone euro qui est quand même pas folichonne, les taux réels, est-ce qu'ils pourraient pas être un peu plus bas quand même, surtout qu'on a eu une appréciation de l'euro quand même assez significative qui pèse sur la compétitivité des entreprises et peut-être que il y a un peu de pusillanisme de la part de la BCE qui pourrait peut-être aller un petit peu plus loin compte tenu d'une inflation qui est quand même sous contrôle. Oui, parce que là, on peut pas tirer de conclusion. Et après, on aura la réaction de Laurent Martin également. Mais on peut pas tirer de conclusion, mais on a quand même l'impression que là, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de dégradation supplémentaire, il n'y aura pas de baisse de taux supplémentaire de la part de la BCE. Donc, ça signe quelque part potentiellement un arrêt des baisses de taux de la Banque centrale européenne, selon vous, Nuno Teixeira ? C'est un peu ce que ça laisse entendre. Nous, on pense qu'il peut y avoir encore une ou deux baisses d'ici à la fin de l'année. On est carrément hors consensus. D'accord. Aujourd'hui, compte tenu de la décision d'aujourd'hui, on n'attendait rien pour aujourd'hui, mais on pense encore à octobre et à décembre. Laurent Martin, comment est-ce que vous analysez cette décision de politique monétaire, alors effectivement qui n'est une surprise pour personne? Est-ce que vous avez écouté Christine Lagarde également? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans son discours, peut-être dans ses prévisions économiques, prévisions d'inflation, ou tout simplement comme en réaction au contexte économique actuel en zone euro? J'ai écouté la conférence de presse de Christine Lagarde. Pour aller au bout de la conférence de presse, il faut quand même avoir une certaine ténacité. On sent l'admiration sur le plateau. Surtout dans le contexte où effectivement on n'attendait rien et que après les questions sont assez tatillonnes, on va dire. Moi, je suis dans le consensus. Je pense que la BCE ne baissera pas de nouveau ses taux d'ici la fin de l'année, que la marche est très haute pour qu'ils baissent de nouveau leur taux, a fortiori d'ici la fin de l'année. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Nino, c'est-à-dire que on peut imaginer des taux d'ici 9 mois, 1 an, qui soient à 1,50. J'ai retenu une phrase intéressante de Christine Lagarde quand elle a été interrogée sur la France, la situation de la France, etc. Et elle a un petit peu biaisé, donc elle ne prend jamais position sur un pays en particulier. En revanche, elle a noté une chose, c'est que la dispersion des spreads dans la zone euro entre les pays a diminué. C'est-à-dire que la France est plutôt l'outsider par rapport aux autres pays de la zone euro. Donc la stabilité de la zone euro a plutôt augmenté dans les 2 dernières années. Le spread Allemagne-Italie a diminué, le spread Allemagne-Portugal, Allemagne-Espagne. Et la France est plutôt l'outsider parmi les pays de la zone euro. Donc nous, effectivement, le mauvais élève, on pourrait le dire comme ça. Oui. D'accord. Oui, on peut dire ça. Après, ce qui me frappe moi depuis 1 an, et depuis qu'on sait que la BCE va baisser ses taux, elle les a quand même baissés de 250 points de base quasiment, c'est que les taux longs ne baissent pas. Et il n'y a pas que les taux longs français qui ne baissent pas. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve une courbe des taux un petit peu normale avec une prime de terme. On a aujourd'hui un Ester, à peu près à 2%. On a un 10 ans allemand à peu près à 2,60, 2,65, ce que disait Pauline tout à l'heure. Ça ne paraît pas être une pente de courbe des taux extraordinairement forte. Et moi, ce que je me demande un petit peu par rapport aux anticipations ou aux attentes de gens qui disent il faudrait que la BCE baisse un peu plus, c'est est-ce que ça aura un impact sur les taux plus longs? Ça, c'est pas évident. D'accord. Et l'impact sur l'économie, c'est plutôt via les taux plus longs que ça se transmet. Sur l'immobilier en particulier. Sur l'immobilier en particulier, sur les crédits conso à 5-6 ans. Je suis pas certain que ça ait un énorme impact économique sur la zone euro.
Ce que j'ai retenu aussi, c'est les prévisions de croissance. Oui, bien sûr. Voilà, on est zone euro alors qu'on a deux pays qui vont très bien, l'Allemagne et l'Italie. Pardon. Excusez-moi, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Mais la Grèce est beaucoup plus petite, donc dans la moyenne de zone euro, elle pèse pas grand-chose. Que malgré tout ça, on arrive péniblement sur des croissances entre 1 et 1,5, 1,3 même, pour les 3 prochaines années. Et oui, il y a des vrais sujets de potentiel de croissance à adresser qui nous aideront à régler aussi peut-être les problèmes de déficit et de dette. Peut-être qu'on en parlera avec une thématique intelligence artificielle quand on voit qu'on arrive à mobiliser des fonds européens avec ASML qui investit dans Mistral AI, et ça peut être un vecteur de potentiel de croissance. Est-ce que c'est un exemple potentiellement de réussite d'aller chercher des fonds européens pour investir dans le numérique et dans l'innovation européenne ? Absolument. Et c'était la teneur du rapport Draghi. Là, elle a dit une deuxième phrase intéressante, c'est le rapport Draghi, il a 1 an, et depuis 1 an, il ne s'est rien passé. Après, si on revient sur le cas de la France, on a parlé de Mistral, valorisé 14 milliards. Le fondateur en a 50%. Ouais. Potentiellement, il a 7 milliards. Potentiellement, certains économistes voudraient lui en prendre 2%. Oui, bien sûr. Alors que la boîte ne fait aucun bénéfice. Bon. Donc ça, c'est aussi une particularité de la France qui peut inquiéter. Ce qui peut nous inquiéter aussi en France, alors là, c'est peut-être à plus long terme, mais ça va venir très très vite. Il faut quand même pas oublier que dans maintenant 20 mois, 500 jours, 500 jours, on a une élection présidentielle. Bien sûr. Très incertaine. Et que le stress sur les petites tensions sur la dette française, je les vois pas diminuer d'ici l'élection présidentielle. Alain Pitous, j'aime bien cette idée. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup effectivement au moment des élections européennes, mais ce rêve de l'union des marchés de capitaux qui est devenu ensuite l'union de l'épargne et de l'investissement. Je reprends cet exemple ASML et Mistral AI. Alors ça a quelques jours maintenant, et puis c'est effectivement pas une société cotée Mistral AI, mais ASML l'est. Est-ce que du coup est-ce qu'il y a un premier pied vers l'idée de financement européen et de financement d'une croissance européenne par rapport à ce qu'on voit comme perspective de croissance de la BCE à l'heure actuelle ? Alors j'aimerais bien, mais non. Non. Je pense que le point, si on regarde le plus petit commun dénominateur européen aujourd'hui, c'est la défense. C'est la seule chose où on peut dire qu'il y a vraiment une dynamique, et alors avec tout un tas de sujets, avec ceux qui sont très positifs, ceux qui vont quand même acheter des armes américaines, etc. Enfin, mais on est quand même sur quelque chose qui est assez partagé, donc à l'échelle européenne. Il y a pas mal d'autres points qui ne sont pas partagés, en particulier les points que vous évoquez. Je pense qu'il n'y a pas une volonté énorme d'avancer sur le rapport Draghi, d'avancer sur des intégrations plus fortes. On reste avec une Europe, je crois qu'il y a 300 opérateurs téléphoniques en Europe, un truc comme ça. Donc on est quand même très très loin du compte par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc non, je crois que là-dessus, il faut sur la croissance attendue d'ici 2027, je crois pas qu'on décolle tellement des 1%. Et on évoque souvent l'Italie et l'Espagne, mais il faut pas oublier la masse de capitaux qu'ils ont récupérés de l'Europe. C'est 140 milliards à peu près pour l'Italie. Alors donnez-nous ces 140 milliards en France, la situation serait quand même probablement nettement meilleure. Bon, après, qu'est-ce qu'on en aurait fait ? Ça, c'est un oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on les aurait alloués ? On aurait fait les 32 heures payées 40. Mais bon, c'est quand même ça. Alors après, moi, ce que je trouve intéressant dans le débat en ce moment sur les banques centrales, et c'est valable pour la Banque centrale américaine, et on va le voir de plus en plus, je pense, et c'est très valable pour la Banque centrale européenne depuis le début de l'année, c'est la réduction des bilans. C'est-à-dire qu'en fait, on évoque souvent les niveaux de taux et qui nous mobilisent, parce que c'est ce qui va driver beaucoup de crédits, et ça va driver l'économie quand même globalement, parce que s'il passait à 0 ou s'il passait à 4, on verrait vraiment très nettement la différence. Même chose aux États-Unis, on va le voir, je pense, quand ils vont baisser les taux, on le voit déjà sur les marchés. Parce que c'est une certitude maintenant que la Fed baisse les taux. J'ai l'impression que oui. Enfin, après, je suis pas devin. La question, c'est 25 ou 50, quoi. Mais oui, c'est ça, oui. Et puis, une grosse pression pour faire encore plus d'ici la fin d'année. Autant, il y a un débat entre mes collègues sur la BCE. Mais il y a pas vraiment de débat. C'est-à-dire que tout le monde est assez d'accord. Enfin, aujourd'hui, on verra comment ça sera. En fait, la question, c'est qui baisse les taux. Est-ce que c'est Trump ou Powell, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais, peut-être. Ouais. Mais à côté de ça, vous avez le bilan de la Banque centrale européenne qui a fortement baissé, qui continue de baisser. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne ne rachète plus de dettes depuis quelque temps. Enfin, ou plus beaucoup, bien sûr, beaucoup moins. Son bilan baisse. Donc,
Ça a un impact assez direct sur la croissance, quand même, parce que c'est moins de capitaux qui sont disponibles. Et puis, ça aide aussi à repentifier, je pense, la courbe des taux. Quand vous achetez moins de long, il y a tendance à tirer un peu vers ça. Et ça fait aussi moins d'euros moins d'euros en circulation. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, entre la faiblesse du dollar et une petite force de l'euro, on se retrouve avec un euro qui a quand même plutôt monté. Et on se retrouve en fait dans une politique, pour les plus jeunes, vous en rappelez pas, mais nous, les vieux de la vieille, on se rappelle, ça ressemble quand même pas mal à la Bundesbank, tout ça quand même. On veut surtout pas que la devise du pays baisse, quitte à avoir pendant des mois une activité assez atone. Donc on est dans ce schéma-là, et avec les Américains qui eux continuent d'acheter comme des brutes. Vous regardez tous les jours les achats qu'ils font de T-bonds, c'est monstrueux, quoi. Donc on est quand même dans deux visions économiques très différentes. Alors, et ça, si vous voulez, pour moi, c'est quand même quelque chose que j'aime pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bonnes périodes économiques, et je pense que c'est un peu dans l'esprit des investisseurs, dans les bonnes périodes économiques, les banques centrales sont assez alignées. C'est-à-dire qu'en fait, même si elles se parlent pas, elles font un peu la même politique. Aujourd'hui, c'est un peu quand même le foutoir, si vous voulez passer l'expression. Il y a la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, la pauvre BOE qui est la Banque centrale anglaise qui est un peu dans son coin, les Chinois qui essaient aussi de faire des choses dans leur coin, les Japonais qui sont quand même un peu satellisés avec des taux longs qui montent fortement, ils sont un peu coincés. Donc on est dans cette situation-là. Imaginez une crise quelle qu'elle soit. Est-ce que les uns et les autres vont se parler? Est-ce qu'ils vont se parler rapidement? Et ils vont finir par se parler et ils vont finir par régler le problème, il n'y a pas de débat. Mais on peut y avoir quand même quelques semaines un peu difficiles avec une période de banque centrale qui serait un peu perturbée. Et puis pour revenir sur la situation française, moi je pense que le point... et c'est pour ça qu'on a une très grosse différence entre les investisseurs professionnels, des gens comme moi, et les particuliers. Et les investisseurs professionnels, eux, ils sont quand même assez contraints par leur environnement et par leurs contraintes réglementaires qui les obligent à être investis. Donc, ça fait un débat qui est quand même assez... on ne peut pas, quand on est investisseur professionnel, être en dehors des marchés pendant 6 mois. C'est absolument impossible. Donc, ça génère des comportements qui sont quand même un peu différents de ce que font des gens comme moi qui peuvent dire écoutez, restez 6 mois en cash, et des particuliers qui sont très inquiets de cette dette française qui est très élevée et qui a un impact. Alors sur les marchés, on voit bien, mes collègues sont pas inquiets aujourd'hui parce qu'il y a de la liquidité, il n'y a pas de risque majeur. La dernière émission, il y avait deux fois plus tout à fait. d'investisseurs. Puis après, on voit les bancaires, les banques. Enfin, on voit il va y avoir une dégradation très probablement vendredi. Les placements, les obligations bancaires se sont placées comme du petit pain cette semaine, parce qu'il n'y a pas de stress sur les banques françaises aujourd'hui. Mais ce problème de la dette, il est très embêtant parce que il nous déclasse. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on règle pas et tant qu'on n'améliore pas cette trajectoire, on ne dit pas qu'on va régler les 140 milliards qu'il faudrait bien sûr, aujourd'hui, mais tant qu'on n'améliore pas au moins une stratégie claire. Voilà, la trajectoire, et ça nous embête pour 2 sujets, pour moi, qui sont quand même très importants. C'est qu'est-ce qu'on pèse par rapport aux Allemands dans ce contexte-là? Même les Italiens nous font la leçon aujourd'hui, c'est quand même un peu toujours embêtant. Personnellement, ça me gêne toujours. D'accord. Voilà. Et puis sur le plan politique international, c'est-à-dire que quand notre président s'agite en tous sens, c'est difficile d'être crédible quand vous arrivez même quand on a une situation comme celle qu'on a. Et donc les particuliers sont un peu stressés par rapport à ça, et je le comprends. Donc ça fait un discours qui est quand même assez différent d'un type d'investisseur à l'autre. Un mot, Nuno Teixeira, en réaction à ce que dit Alain Pitous sur effectivement ces stratégies non coordonnées, alors pas forcément coordonnées parce qu'elles sont pas obligées de se parler et de se coordonner, mais ces stratégies peut-être dans des directions différentes des différentes banques centrales pour nous amener effectivement à cette décision de la Fed de baisser ses taux et donc ce soutien à l'économie américaine, cette décision de la Fed de baisser ses taux anticipée par les marchés, rien n'est fait encore, même si le consensus est clair. Comment est-ce que vous analysez, vous, votre scénario, c'est une baisse de taux déjà de la Fed la semaine prochaine, de quoi, 25 points de base, 50 points de base? Plutôt 25. Plutôt 25, c'est une certitude pour vous? Oui. En tout cas, une baisse de taux. Ouais. Est-ce qu'elle sera de 50? Il me semble quand même que la Fed devrait y aller progressivement. Mais la trajectoire, elle est claire. De toute façon, on a une situation de dégradation quand même si elle est lente, du marché de l'emploi, qui, je dirais, justifie d'une normalisation un peu plus marquée de la politique monétaire. Il y a un sujet de financement du budget aussi, qui est très financé sur des échéances courtes. Et puis, il ne faut pas oublier que la Fed a ce double mandat que n'a pas la BCE, oui, bien sûr, de également piloter le marché de l'emploi et donc d'être quand même dans une forme d'anticipation.
je mettrais de côté les pressions de Trump, mais il est clair que pour 2026, elles vont être d'autant plus importantes. Elles le sont déjà. On Bien parle sûr, même oui. parfois d'une Fed assiégée. Donc, ça veut tout dire. Donc, Est-ce que ça veut dire, parce qu'on a vu quand même cette opposition entre Donald Trump et Jérôme Powell, là, Jérôme Powell qui effectivement ouvre la porte, à une potentielle baisse de taux de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire. On peut voir ça aussi comme céder quelque chose à Donald Trump ou pas du tout. C'est peut-être aussi tout simplement l'analyse des données et notamment les données sur le marché du travail qu'on a vu. Mais est-ce que une pression persistante de Donald Trump pourrait aller chercher une ou deux baisses de taux de plus, non ? Je pense que Jérôme Powell n'a plus rien à craindre de Donald Trump, donc il ne va pas céder à la pression. Simplement, son board progressivement va se déformer vers une position plus dovish, donc il va être obligé à un moment donné d'en tenir compte. Si une grande partie du board est contre lui, c'est quand même compliqué pour lui de s'opposer. Il y a d'autres manières aussi pour Donald Trump d'affaiblir sa position en annonçant son successeur qui lui ferait des déclarations très dovish. Donc tout ça va dans ce sens-là. Je pense que Jérôme Powell a l'opportunité de justifier sa politique par des données relativement factuelles, ralentissement du marché de l'emploi. Finalement, on a vu que l'impact inflationniste des droits de douane était relativement contenu pour l'instant. Pour le moment, oui. Probablement parce que les importateurs, finalement, le comportement de marge des importateurs fait qu'ils prennent sur eux une partie de ces droits de douane. Donc, on verra, évidemment, il peut y avoir des effets de second tour, mais on ne les voit pas encore dans les salaires de manière, en tout cas, très nette. Donc, c'est probablement un bon créneau en ce moment pour Jérôme Powell pour pouvoir, je dirais, aller un peu plus dans le sens d'une normalisation. De manière plus générale, sur l'économie américaine, comment est-ce que vous regardez ça chez Vega IS à l'heure actuelle ? On parle de... Il y en a qui se posent la question de savoir si... Alors j'ai l'impression que c'est une question qu'on se pose depuis de nombreux mois, quand même, de savoir si les États-Unis entrent en récession ou non, si on parle de récession technique ou autre. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette économie américaine, quand on voit effectivement que les marchés américains, eux, performent plutôt bien, quand même ? Oui, tout à fait. On est sur une forme de soft landing, puisqu'on a quand même une croissance qui a été réduite presque par 2 cette année par rapport à l'année dernière. Le marché de l'emploi on va dire, se normalise, mais on est encore sur des niveaux de chômage à 4,3. Bon, ça va, quoi. Oui, bien sûr. La consommation, malgré tout, tient. Et puis, l'économie tient beaucoup par l'investissement. On parlait de l'IA tout à l'heure. C'est vrai que là, il va y avoir un soutien de l'investissement de manière générale. On a aussi un budget aussi qui est là en soutien, plus la politique monétaire. Franchement, on ne voit pas de risque immédiat de récession aux États-Unis. Laurent, Martin, même question, votre scénario. Enfin, je pose quand même la question, peut-être que vous avez un scénario qui n'est pas le même sur la semaine prochaine sur la Fed, mais j'ai quand même l'impression que c'est le consensus du marché à l'heure actuelle, c'est la Fed va recommencer à baisser ses taux. Je pense qu'il y a exactement 0 chance que la Fed ne baisse pas ses taux la semaine prochaine. ça n'a aucun sens. En revanche, vous avez posé la très bonne question, est-ce que c'est Powell qui baisse les taux ou Trump qui baisse les taux ? 25 points de base, c'est Powell qui baisse les taux, 50 points de base, c'est Trump qui baisse les taux. D'accord, c'est comme ça qu'on analyse. Je pense que paradoxalement, le fait que Trump ait mis cette pression absolument incroyable sur Powell, en oubliant qu'il y a un board. Powell n'est pas tout seul. Bien sûr. Jusqu'au mois de juillet, tous les membres du board étaient alignés peu ou prou sur la position de Powell. Donc le fait de mettre cette pression invraisemblable sur Powell et sur la Fed pour qu'elle baisse les taux très vite est presque contre-productif. Donc 25, je pense qu'ils feront 25. Je m'attends à un discours en revanche plutôt accommodant, plus accommodant que ce qu'on a eu un peu dans la lignée de ce que l'on a eu à Jackson Hole, mais avec quand même... là, je diffère un petit peu avec Nino sur l'impact des droits de douane, parce que les droits de douane, ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont juste en place depuis le 1er août. Donc l'impact des droits de douane, avec en plus des importateurs américains qui ont importé massivement avant que les droits de douane ne se mettent en place, qui avaient anticipé. Donc ils ont constitué des stocks avant droits de douane, et donc et plusieurs membres de la Fed ont dit ça, c'est que l'impact des droits de douane va probablement être plus limité que ce qu'ils pensaient, mais peut-être plus étalé dans le temps. Et ce qui va être intéressant, c'est après.
c'est ça. C'est dans 6 mois, quand tout aura été passé aux consommateurs ou passé en réduction de marge des entreprises, est-ce qu'on va avoir des effets de second tour sur l'inflation américaine? Il y a un autre sujet qui, à mon avis, là aussi, certains membres de la Fed en ont parlé, c'est la nouvelle politique migratoire de Trump, qui est peut-être plus inflationniste que les droits de douane. Parce que ces 3 dernières années, la croissance de la force de travail aux États-Unis, c'était essentiellement des immigrés. Si vous tarissez l'immigration, voire vous renvoyez des gens dans leur pays, parce que l'immigration aux États-Unis, c'est une immigration de travail. Mais alors même que les chiffres de l'emploi montrent qu'il y a moins d'emplois qui sont créés. Mais moins d'emplois créés, ça peut vouloir dire que vous ne trouvez pas de personnes pour pourvoir l'emploi que vous voulez pourvoir. D'accord. Oui. Ça peut vouloir dire ça aussi. C'est pas forcément des destructions d'emplois. Ça peut être des entreprises qui ne trouvent pas de gens pour pouvoir les emplois. Et donc ça voudrait dire... On peut très bien avoir des... c'est un scénario, hein, c'est un scénario un peu non consensuel, mais on peut très bien avoir des créations d'emplois un peu plus faibles et malgré tout des pressions salariales qui augmentent un petit peu. D'accord. Parce que donc là on a le pire des deux mondes. Ah oui. C'est pour ça que je pense que la Fed, aujourd'hui, je dirais que la Fed, dans les 6 mois qui viennent, elle peut baisser ses taux de 75, 100 points de base, sans trop de problèmes, sans affoler le marché. Ça nous mettrait des taux courts à 3,30, 3,25, 3,30, avec une inflation qui est un peu en dessous de 3. Bon, ça passe. Et c'est le après qui va être très intéressant. Si on voit que la désinflation s'est arrêtée, pas oublier aussi qu'on est à une inflation à 3, alors que le pétrole et l'énergie, depuis 1 an, ont beaucoup baissé. Oui, bien sûr. Donc les effets de base sur l'énergie vont aussi peut-être un petit peu diminuer. Donc je pense qu'on va avoir 6 mois qui vont être extrêmement intéressants. Alain Pitous. Oui, sur le ralentissement de l'économie américaine, bon, il est patent, hein, on voit bien les chiffres sont quand même un peu moins bons. Moi je trouve quelques signaux qui sont vraiment pas très bons, avec pas mal de défaillances d'entreprises, avec des cartes de crédit qui rencontrent de plus en plus de problèmes de la part des consommateurs. Des petits signaux comme ça qui sont quand même, je trouve, pas très bons, avec des licenciements dans la tech. Hein, ouais. Des investissements, mais paradoxalement, en même temps, des vagues de licenciements qui sont pas négligeables. Hein. Oracle, la semaine dernière, je lisais des choses, c'est quand même d'une violence assez incroyable. Ils viraient une personne sur 10, vous arrivez le matin, un quart d'heure après, vous n'êtes plus là. Enfin, c'est des choses... Ils tapent vraiment très très fort pour limiter les coûts parce qu'ils savent que l'IA arrive et... L'IA, ça peut coder. Hein. Tout à fait. Et puis, mais pourtant, Oracle a annoncé hier un carnet de commandes sur 4-5 mais ans. C'est pas pour autant qu'ils ont quand même viré à peu près un dixième de leur staff. Donc, dans tous les échelons de l'entreprise, bon, c'est quand même à prendre en considération. Alors après, je suis pas inquiet. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. On anticipe des baisses des taux. Quelques baisses des taux trumpiennes, powelliennes, je ne sais pas quelle sera leur nature, mais il y en aura pendant un moment, parce qu'ils ont encore un peu de marge. Mais si l'inflation repassait gentiment vers 4%, ça va quand même être assez difficile de justifier d'aller plus loin. Donc on va se retrouver dans une situation qui est quand même un peu bancale, avec un bilan de la Banque centrale américaine qui est quand même encore assez élevé. Donc une situation qui est quand même pas ultra confortable. Surtout que si je comprends bien, puisque je reste sur l'emploi, alors effectivement on a parlé des mauvais chiffres de l'emploi à l'heure actuelle, vous parlez effectivement de l'impact de la politique migratoire qui pourrait aussi avoir un lien, créer des tensions sur le marché du travail, et là on parle d'entreprises qui annoncent des résultats à venir qui pourraient être pharaoniques, qui elles-mêmes licencient, donc en fait il va y avoir un vrai sujet de travail-emploi aux États-Unis. Complètement. Si je condense tout ce que vous me dites là. Si on regarde aussi en Europe, regardez ce qui s'est passé avec Novo Nordisk. C'est une boîte qui fait quand même de la croissance et qui licencie, je crois que c'est à peu près 10% aussi de son staff. Et ça veut dire que quand les entreprises vont avoir des difficultés, si jamais elles rencontrent des difficultés, il va y avoir un ajustement sur l'emploi qui va être très rapide, parce que les entreprises n'ont que ça pour s'ajuster aujourd'hui. Donc voilà, c'est une situation qui est quand même assez complexe. Malgré tout, vous regardez les marchés, eux, ils anticipent que les taux vont baisser, qu'il y aura de la liquidité. Donc small cap, mid cap, tout ça gentiment, ça progresse. La tech, ça progresse. Alors après, il y a des gens qui vous disent c'est cher. Alors c'est vrai que
il y a des boîtes, quand vous avez Palantir, c'est 80 fois le chiffre d'affaires, bon, c'est quand même un peu beaucoup. Ouais, bien sûr. Voilà. On se rappelle, pour ceux qui ont connu ça, la bulle 2000, hein, on achetait le nom, on n'achetait pas les résultats financiers, ça ne servait à rien. On est à 2 écarts types en termes de valeur. Ouais, c'est par rapport à l'histoire. Et alors, à côté de ça, ça commence à être impressionnant. Mais il y a ceux qui disent regardez l'avenir, peut-être que ce sera encore plus. Non, puis après, vous regardez Google a progressé autant que ses résultats. Le PE est toujours le même depuis 5 ans, quoi. Donc, la situation actuelle. Alors, si vous êtes un investisseur pro, bah, vous restez investi, vous restez porté. Et puis, si vous êtes investisseur et que vous avez le temps devant vous, laissez-vous porter gentiment. Par contre, les gens qui se posent la question d'entrer sur le marché, sur ces niveaux-là, moi je me dis, alors après, on rate parfois des opportunités en faisant ça, hein, parce que si on avait ce raisonnement-là il y a 3 mois, bah, on a quand même raté un beau bout de hausse, mais qui s'est fait finalement sur quelques boîtes. Parce que si vous avez investi il y a 4-5 mois sur le cœur classique des marchés, bah, vous n'avez pas fait une performance exceptionnelle du tout. Vous êtes assez loin des performances des gros indices tirés par des Oracle, des Nvidia jusqu'à il y a quelques mois, des Palantir, des Google qui ont bien performé, des Apple qui ont bien performé depuis quelques semaines. Ça se retrace un petit peu. Voilà, donc c'est une situation qui est quand même assez complexe. Tant qu'il y a de la liquidité, tant qu'on attend que les taux baissent, pas se précipiter, aller faire les ouaves, à se mettre en cash en attendant que ça se passe. Mais c'est tentant quand même. Hein. Nuno Teixeira, il y a aussi ce sujet quand même. On a vu Oracle bondir de 30% donc sur la séance d'hier à Wall Street. Quand on regarde sur un an, c'est plus 100% quand même de progression. On peut se féliciter des résultats, on peut se féliciter effectivement. Qui n'était pas très bon, Qui n'était pas très bon. Ouais. On peut se féliciter du carnet de commandes, on peut se féliciter potentiellement de l'impact que a la thématique intelligence artificielle sur ceux qui font des infrastructures, des data centers ou autres. Et on peut aussi se poser la question, comme l'a mentionné Alain Pitous, d'une bulle. Quand on voit que effectivement déjà il y a un an, l'intelligence artificielle c'était la thématique porteuse, que là on atteint encore des stades encore plus impressionnants, mais aujourd'hui, est-ce que c'est quand on peut difficilement passer à côté quand on a des stratégies sur les marchés financiers, mais en même temps, est-ce que ça inquiète pas à un moment aussi de voir que le marché s'emballe autant sur cette thématique ? Oui, non, c'est clair. C'est clair que la tech aux États-Unis, c'est plus de 40% de l'indice, donc c'est compliqué d'être en dehors. On a quand même aux États-Unis cette année des attentes de résultats qui sont assez correctes, hein, autour de, je crois, 14%. C'est à peu près les estimations du consensus. C'est autour de 0 à 2 en Europe, hein, donc ouais, bien malheureusement on souffre notamment du niveau de l'euro. Des droits de douane, etc. Donc, le problème, c'est on est déjà dans une formation de bulle. Le problème, c'est pas c'est plus faire cette diagnostic, mais le problème, c'est que personne ne sait quand elle va éclater. Et donc c'est dommage voilà, tout le monde se dit, je vais encore profiter des 15 ou 20% supplémentaires qui peuvent. Mais là, on est quand même à 22,5 fois le résultat. On est sur les niveaux à peu près du 19 février de cette année. On sent, voilà, on est dans des territoires qui commencent à être un peu compliqués. Si les taux baissent significativement, ça va quand même aider les multiples. Bien sûr. Donc ça va soutenir un peu. Moi, un peu ma crainte, c'est que les volumes d'investissement qui sont annoncés dans l'IA, je me pose un peu la question de leur rentabilité. Je me dis, peut-être qu'il y a un peu trop parce que tout le monde doit y aller absolument. Donc voilà, il faut essayer de raison garder, de peut-être pas mettre toutes ses billes sur le marché de la tech, tout en ayant quelques-unes, hein, parce qu'il y a évidemment de très très belles valeurs. Quelques-unes, ça veut dire 10% ou 50% quand on voit des performances pareilles. Peut-être au lieu d'être à 40%, d'essayer soit d'aller sur un indice équipondéré, sur le S&P, soit d'aller sur une pondération à 20 ou 25% de tech, parce que de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Et puis la tech européenne, c'est pas de même nature. Ah oui, bien sûr. L'Europe est plutôt devenue un marché assez value. Enfin, elle a toujours été, mais je dirais un marché qui enfin récompense la value. Bien sûr, oui. Et quand on regarde les performances du marché européen sur 3 ans en euros, les États-Unis, l'Europe, c'est à peu près à parité, hein, donc compte tenu des effets de change.
Donc voilà, il faut avoir un peu d'équilibre dans ces portefeuilles comme toujours, mais on n'est pas encore en territoire, il me semble, d'euphorie totale où on a. Mais il faut le surveiller, il faut l'avoir en tête. Voilà, n'importe qui vous parle de Nvidia ou de. D'accord. Est-ce que les chauffeurs de taxi parlent de Nvidia? C'est ça le sujet. Nvidia, peut-être pas des valeurs de crypto, parce qu'il y a aussi le thème de la crypto qui élève beaucoup de capitaux. Alain Pitous, vous voulez réagir? Juste un mot, en fait, nous on raisonne en Europe comme des financiers, avec des résultats, des PE, des chiffres, des analyses financières. Les Américains, ils raisonnent comme des gérants de private equity. Et c'est une approche qui est complètement différente, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont bien sûr pas vous vendre aujourd'hui quelque chose à 15 fois les résultats, qui vaut 100 balles. Si demain, ça vaudra peut-être, ou dans 5 ans, ça vaudra peut-être 2, 3, 4, 5 000 euros. Ils vont pas vous le vendre. Et alors, bien sûr, si ça peut faire c'est 15 fois les résultats, ou 50 fois les résultats, ou 100 fois les résultats, c'est pas grave ce qu'ils se disent, cette boîte-là va prendre des parts de marché telles qu'elle va générer, et c'est ce qui se passe sur Oracle, c'est ce qui s'est passé sur Oracle hier, ils raisonnent sur des perspectives de gains de parts de marché, etc. Et c'est un raisonnement qui est totalement différent. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un raisonnement de private equity. Les gens qui vendent pas leur Palantir aujourd'hui, c'est parce qu'ils se disent, Palantir dans 20 ans, dans 10 ans, ils raisonnent vraiment comme des investisseurs. Paradoxalement, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est des gros traders qui achètent, qui vendent sans arrêt, mais la réalité, c'est que les gros investisseurs américains, ils achètent, ils laissent dans un coin pendant des fois 5-10 ans. Ils vous sortent des performances en disant Nvidia, je l'avais acheté à 10 et ça vaut 170 aujourd'hui. C'est une approche qui est totalement différente de la nôtre, surtout sur le secteur de la tech. Donc ça explique. Ça explique effectivement. Et comme ils raisonnent sur des private equity, ils disent j'en mets 10, j'en aurai 5 qui vont partir dans le décor, 3 qui vont merdouiller, et puis 2 qui vont faire Nvidia. Et voilà quoi, bingo. Laurent Martin, sur cette thématique d'intelligence artificielle, moi je disais crainte de bulle, Nuno Teixeira nous disait elle est là, la question c'est effectivement quand est-ce qu'on va rentrer dans l'euphorie pure. Comment est-ce que vous analysez ça, vous, Laurent Martin? Alors je suis moins spécialiste des marchés actions. Je suis assez d'accord avec Alain et puis avec Nino aussi. On sent quand même qu'il y a cette euphorie. On sent aussi que, oui, dans 10 ans, l'intelligence artificielle, elle sera un petit peu partout. Moi, ce je me pose comme question, c'est est-ce que dans ce domaine de l'intelligence artificielle, projetons-nous à 10 ans, est-ce qu'on aura le même schéma que sur les réseaux sociaux ou la big tech, c'est-à-dire winner takes all, c'est-à-dire qu'on aura une entreprise ultra dominante et qui pourra sortir des marges de 70%, marge brute de 70%, ou est-ce qu'on aura une vraie concurrence internationale de plusieurs boîtes, auquel cas les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, effectivement, ils risquent d'avoir une rentabilité relativement faible. D'accord. C'est plus ça. Si les Chinois arrivent à avoir des modèles économiques un peu plus abordables. C'est plus ça la question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. C'est qu'aujourd'hui, comme dans toute ruée vers l'or, acheter les vendeurs de pelles, de seaux et de tamis, c'est une bonne idée. Oui, c'est le cas d'Oracle pour le coup. C'est ça. Acheter les méga caps parce que demain elles vont développer des outils d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles pourront justifier la rentabilité de leurs investissements? C'est pas sûr. Et encore une fois, je n'ai pas la réponse. Même si je pense que dans 10 ans, oui. On a tous vécu l'essor de l'Internet. On sentait bien au début de l'Internet que l'Internet allait effectivement bouleverser nos vies, bouleverser nos habitudes. Il y a des sociétés qui ont fait faillite. Il y a des rentabilités qui n'ont pas été au rendez-vous. Il y a certains créneaux qui ont été au rendez-vous et encore plus qu'au rendez-vous. Et après, il y a eu des applications de l'Internet, les réseaux sociaux en particulier. Alors, en 2000, lors de la bulle Internet, les réseaux sociaux n'existaient pas. Oui, bien sûr. Et les boîtes qui sont aujourd'hui les stars du marché n'existaient pas. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait par exemple, Micro, c'est Microsoft, Intel, Cisco, Oracle. Oui, bien sûr. Il y a eu des survivants. Il y a eu des survivants. Mais peut-être pas au niveau de valorisation. Alors, justement, il faut toujours jamais tomber dans le biais du survivant. Des choses qui, quand on discute comme ça sur les réseaux, sur Twitter, où les gens disent, regardez, si on avait acheté du Google, Apple, il y a 20 ans,
Je dis oui, mais si tu avais acheté de l'AOL, du Vivendi et de Oui, bien sûr. l'Alcatel... Ou alors, faut acheter tout le monde. Voilà. Faut acheter tout le monde. Voilà. Alors, il faut, c'est ce que disait ça, Alain. oui. C'est Et 10 après- boîtes, il y en a ouais. 5 qui font Merde, faillite. ouais. Il y en a 3 qui se débrouillent à peu près, il y en a 2 qui sont des pépites, et in fine, Mais ça fait... par rapport au problème de Alain Pitous, et on concentration, finira après. moi, ce que je me dirais, c'est l'architecture va être totalement corsetée par les gros. Je pense que là-dessus, c'est tels investissements que c'est pas Mistral qui va faire ces investissements-là. Par contre, et peut-être la différence par rapport au développement d'Internet, qui est quand même très grosse machine quand même, enfin il me semble, enfin c'est un peu comme ça que je vois les choses et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gros acteurs. Je pense que ce qui va faire le sel de l'IA, c'est les agents IA, quoi. En fait, c'est ce qui est le plus près du consommateur, enfin de l'utilisateur final. Et ça va être totalement. Je pense que là, il n'y aura pas de grands gagnants parce que ça va être très très morcelé parce que déjà rien que les Chinois de leur côté, les Européens de l'autre, les data, Bien sûr. etc. Puis les Ça entreprises les développent eux-mêmes. Voilà, ça fait des choses qui sont quand même, je pense, beaucoup plus légères et qui d'ailleurs, à mon avis, posent un problème à tout un tas de boîtes de logiciels hein, qui vont être concurrencées par des gamins dans leur coin qui vont faire comme Mistral, hein, qui vont développer des choses localement, qui se développent, etc. Et alors, il faut oublier, et je pense que le dernier, je finis là-dessus, pour moi, c'est attention, parce qu'il y a 5 ans, on parlait tous du métaverse. Hein. Oui, c'est pas faux. Donc, C'est pas bon, faux. il y aura peut-être un peu de Sharpie un peu à droite à gauche sur les investissements IA, je pense. Bon. Merci Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Merci Nuno Texera, Directeur Analyse et Stratégie de Vega Investment Solutions. Merci Laurent Martin, Trésorier au sein de la Direction Administrative et Financière de CIBTP France. Merci à tous les trois et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème.